pour cette conférence qui clôture, comme l'a dit Gérard, une série de 5 conférences qui ont été organisées par RCF Aude, dont la directrice est là présente, Jane, pardon, par la pastorale de la santé et par le pôle universitaire catholique de Narbonne. Cette conférence s'inscrit dans la consultation qui a été lancée très largement en France, et dont on ne peut pas nier le caractère démocratique de cette consultation. Et je trouve que, enfin, moi je me réjouis qu'il reste à notre société assez de sérieux et de courage aussi pour se colter avec ce genre de problème plus complexe que les aventures de Bécassine ou du géant Tintinabule. Parce que la réflexion renvoie à des notions importantes, la dignité humaine, l'intérêt de l'enfant, l'eugénisme, la responsabilité personnelle, la liberté de la recherche, le progrès des connaissances, tant en biologie qu'en médecine. Et c'est ainsi que la GPA, qui ne fait pas partie du programme des consultations, mais la GPA, la gestation pour autrui, pardonnez-moi, elle nous convoque pour une réflexion sur le risque d'instrumentalisation du corps humain, comme on peut l'observer en Ukraine, par exemple, ou plus près de chez nous, en Espagne, où les mères porteuses, c'est comme ça qu'on les appelait, sont indemnisées, entre guillemets. On nous propose aussi de nous prononcer sur la gratuité et l'anonymat du don des gamètes, sur le transfert post-mortem de l'embryon, sur le diagnostic préimplantatoire et la menace de l'eugénisme qui se profile, et puis sur l'AMP, l'aide, l'assistance médicale à la procréation. Cette AMP doit-elle rester un traitement médical ou répondre à ce qu'on appelle l'infertilité sociale et du coup devenir un mode alternatif de procréation? L'élaboration des lois de bioéthique, qui datent de 1994 à l'initiative du président de la République, qui avait nommé Noël Lenoir, qui a été la première femme membre du Conseil constitutionnel, l'élaboration des lois de bioéthique et la révision des lois de bioéthique butent sur une difficulté majeure par laquelle je voudrais commencer. Comment une loi qui par nature est à portée universelle, qui vaut pour tout le monde, comment une loi à caractère universel peut-elle convenir à tout le monde alors que les principes qui président à une normalisation sont multiples, pluriels, qu'il n'y a pas d'approche univoque de ces principes? Je vais vous en donner un exemple. Il y a 3 ou 4 ans, peu importe, j'étais invité chaque année par le professeur Amama à Montpellier aux journées de bioéthique, au Quorum de Montpellier. Et le professeur Friedman, René Friedman, vous connaissez au moins de nom, m'avait approché en me disant: pour vous les croyants, l'embryon c'est presque tout, et pour nous les scientifiques, l'embryon c'est presque rien. Il avait parfaitement résumé la situation. Parfaitement résumé. Nous n'avons pas tous la même approche de l'embryon. Alors le point qui inquiète, en premier lieu, pas simplement les religions, le point qui inquiète, c'est l'existence d'un nombre considérable d'embryons congelés. Que faire de ces embryons qu'on a congelés dans de l'azote liquide à moins 196 degrés? Avant de venir, j'ai vérifié les chiffres. En 2007, il y avait 154 822 embryons congelés dans les différents sécos de France. Les sécos, ce sont les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Eh bien, aujourd'hui, il y a plus de 220 000 embryons congelés. Qu'en fait-on? On les jette, on s'en sert pour la recherche, on attend une décision parentale qui ne vient pas. Alors, avant de nous prononcer, demandons-nous de quoi il s'agit quand on parle de l'embryon.
quel statut peut-on accorder à l'embryon? C'est la question de ce soir à laquelle je vais tenter de répondre par une réflexion tout à fait personnelle. Donc je ne m'appuie sur personne. Je vous propose de nous interroger sur l'option religieuse, oui, philosophique, oui, ou un peu, oui, mais surtout juridique, qui établit l'embryon soit comme une chose, soit comme une personne. Pourquoi? Parce que le droit français ne reconnaît que deux catégories juridiques, les choses et les personnes. Et une personne dispose de la personnalité juridique. Alors, l'embryon est-il une personne? C'est le titre que j'ai donné. En 35 minutes, on aura vu ça. Le mot personne fait toute une histoire. D'ailleurs, ceux qui étaient présents lors de la dernière rencontre se souviennent peut-être qu'un membre du public avait posé la question au professeur Marès, qu'est-ce que vous entendez par personne? Le mot personne fait toute une histoire et qui remonte au début du IVe siècle de notre ère, et plus exactement en 325 au concile de Nice. Sont là des pères de l'Église orientaux, qui viennent de Corinthe, d'Antioche, de Césarée, et puis des pères de l'Église occidentaux qui viennent de Rome, de Lyon, de Poitiers, de Cordoue aussi. Et Athanase, qui vient d'Alexandrie, qui accompagne son évêque, auquel il succédera un peu plus tard, Athanase introduit le mot « personne » pour qu'en préservant la divinité du Christ, on puisse distinguer le Fils du Père. Alors, les Grecs entendaient par le mot « personne » ce qu'on entend communément par le mot « individu ». Il y avait combien d'individus à la conférence? J'ai eu personne. C'est un peu la même chose. Alors que pour les latins, pour les occidentaux, le mot « personne » était ce masque de théâtre à travers lequel passe le son pour que celui-ci soit amplifié et que le son puisse parvenir jusqu'en haut des gradins. Donc il y a eu un quiproquo, il a fallu que ce quiproquo soit résolu pour que les gens puissent parler de la même chose. Un peu plus tard, le droit romain en est venu à définir la personne en lui conférant des droits et des devoirs déterminés et en distinguant la personne morale, sujet de société, de la personne physique. Plus récemment, au siècle des Lumières, la personne spécifiait l'individu qui participe à la vie intellectuelle et morale de la société. La personne est alors un être qui est capable de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bien du mal, et qui peut justifier ses actes devant autrui, autrement dit devant un tribunal. En quoi l'embryon correspond-il? En quoi correspond? On ne voit pas. Alors on a tenté de définir la personne à la manière de Henri Bergson. Henri Bergson était un philosophe qui est mort au début de la Deuxième Guerre mondiale et pour lequel la personne est un être qui a conscience de soi. Conscience de soi. Voilà encore qui fait douter de l'identification de la personne et de l'embryon. En revanche, pour l'opposer à la valeur vénale de la chose qu'on achète, qu'on vend, pour l'opposer à la valeur vénale de la chose, Emmanuel Kant, philosophe allemand mort au tout début du XIXe siècle, Emmanuel Kant avait présenté la personne comme une fin en soi, c'est-à-dire comme un être qu'on ne peut pas utiliser en le subordonnant à des fins qui lui seraient supérieures. Est-ce que ceci peut s'appliquer à l'embryon et par conséquent le fait de réclamer le respect de la dignité de l'embryon reviendrait à dire qu'il ne doit pas être traité comme une chose sur laquelle un pouvoir, quel qu'il soit, peut agir à sa guise. Alors, l'embryon, est-ce une personne que l'on considère comme fin en soi, ou une chose qui ne dispose ni de raison, ni de conscience de soi? Aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui on entend par le mot « personne » un être placé sous le signe de l'universalité des droits et des valeurs reconnus à tout être humain, ce qui atteste de sa capacité d'accéder au minimum de discernement moral et qui engendre sa responsabilité, une responsabilité que ne peut avoir une force mécanique
ou même un animal impulsif. La personne réalise donc un degré élevé de conscience psychologique et morale. L'embryon peut-il être une chose? On saisit bien l'ambiguïté qui se profile. Si l'embryon n'est pas une personne, est-il alors une chose? Ce que pourraient penser ceux qui réclament, par exemple, le droit à l'enfant, pour satisfaire un besoin personnel en quête du bonheur d'être parent. Ce droit qu'on implore et qui traduit plutôt l'intérêt de celui qui le réclame, traduit aussi en quelque sorte une volonté de domination comme celle qu'on peut avoir sur les choses. Si je fais exister l'enfant pour moi, je donne la préséance à mon droit et, conséquemment, je relègue l'enfant au rang de chose. Une personne est humaine, une chose ne l'est pas. L'embryon serait-il ni chose ni homme? C'est ce que je vous propose d'examiner, puisque les deux ne nous satisfont pas. Mais, qu'est-ce que l'homme? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un être humain? C'est une question de toujours, et les définitions de l'homme, nous en avons à foison. Certaines sont plus essentialistes, d'autres plus existentialistes. Certaines réfèrent le concept à un créateur tout-puissant, d'autres pas, vous le savez. On dit de l'homme que c'est un être raisonnable, ça se discute, mais on l'a dit. Aristote lui considérait l'homme comme normé par la cité. Autrement dit, qui participait à la vie de la cité et qui participait à son organisation. Autrement dit, ceux des campagnes étaient plutôt des sous-hommes. D'autres ne conçoivent l'homme qu'en rapport à l'histoire. Y a-t-il un être humain sans passé, sans langage, sans relation? Bref, quand et en quoi y a-t-il de l'être humain? Nous n'apercevons aucun consensus dans ces approches. Et pourtant, si nous y parvenions, vous comprenez bien que nous pourrions répondre à la question: à partir de quand y a-t-il de l'être homme? Et c'est bien une question qui divise beaucoup de monde. La question est donc là. Mais quand je dis être homme, qu'est-ce que je veux dire? Prenons les choses simplement. Être, vous savez, c'est d'abord un verbe qui affirme la réalité actuelle d'une existence. On dit de quelqu'un qu'il est ceci ou cela, et du coup on relie le sujet à un prédicat. Tarte molle et bizarre. Voilà. Le mot être a servi aussi dès le IVe siècle avant Jésus-Christ de dénominateur commun à tous les êtres de même famille, de même genre, de même espèce. Comme ça, on ne mélange pas les coléoptères et les Indiens Navaros. Martin Heidegger, lui, définissait l'homme comme projet au-devant de soi. Il avait cette formule: l'homme est cet être pour lequel, au-dedans de lui-même, il y va de son être même. Magnifique, ça. Et quelqu'un lui a donné raison par une étude, je ne sais pas si vous connaissez ce psychologue, philosophe qui s'appelle Henri Maldinet, qui est mort il y a 3-4 ans, à l'âge de 102 ans. Henri Maldinet, dans une de ses études, avait montré que la personne âgée qui abandonnait tout projet précipitait sa mort. L'homme comme être de projet, disait Heidegger. Mais l'embryon n'est pas un projet, il est plus en devenir qu'il n'est projet. L'embryon est en devenir faute. Il ne peut pas être projet parce qu'il n'a pas conscience de soi. Il n'apparaît sous nos yeux que comme un être indéterminé, dont on ne sait pas ce qu'il deviendra, en dehors du fait qu'on sait qu'il deviendra un être humain. Alors pouvons-nous, devant nous-mêmes, reconnaître une dignité? Je vais marquer un instant sur le mot dignité qui est employé un peu n'importe comment par les gens qui prétendent vouloir mourir dans la dignité sans s'être jamais interrogés sur ce que voulait dire ce mot dignité. Devons-nous reconnaître une dignité à
à cet embryon, à cet être issu de la fusion des gamètes, dont les transformations et le développement vont aboutir inéluctablement à l'individu autonome qui va construire une histoire, qui va s'inscrire dans un faisceau de relations, qui va faire société. Le respect qu'on réclame de la dignité de la personne peut-il être transposé à l'embryon? Je m'interroge. Qu'est-ce qui fonde la dignité? La dignité relève-t-elle d'un ordre ontologique? Bon, pardon. J'emploie un gros mot, alors je m'explique pour ceux qui... L'ontologie, c'est la science de l'être en général. Voilà ce que ça veut dire. Alors, je prends un exemple. Vous me demanderiez qu'est-ce que l'homme? Et si je vous réponds, l'homme est un bipède qui fait généralement un peu plus d'1,50 m quand il est adulte et qui a généralement les cheveux bruns et les yeux noirs. Là, je vous fais une description, je ne fais pas une réponse ontologique. Mais si, en revanche, je vous dis l'homme est un être raisonnable, par exemple, ça se discute, d'accord. Mais voilà une réponse ontologique. Donc, la dignité relève-t-elle, alors oui, d'une définition, si vous voulez, qui rendrait la dignité constitutive de la personne, inaliénable de la personne. C'était la perspective, encore une fois, d'Emmanuel Kant. Ou alors, au contraire, est-ce que la dignité relève d'une appréciation subjective, affective, qui nous fait dire « Oh, cette personne-là, elle était d'une dignité remarquable à l'enterrement de son père ». Est-ce que la dignité relève de cette appréciation un peu labile, voire éphémère? Si en moi et dans les autres, si en moi et dans les autres, je respecte l'humanité elle-même, si j'adhère à une loi qui m'oblige et qui vaut pour moi et pour les autres, la dignité est alors fondée par le devoir de respect d'autrui autant que de soi-même. Et cette approche personnelle que je vous propose, elle vaut pour tout le monde, pour les incroyants comme pour les croyants. Pour l'incroyant, la dignité consiste à être, à agir, à se comporter au plus près de ce que la société humaine attend de lui, respectant le minimum syndical en deçà duquel il peut être désigné indigne. Pour le croyant, la dignité consiste à être, agir et se comporter au plus près de ce que Dieu attend de lui. Autrement dit, la dignité, selon moi, se fonde à l'aune d'une référence sacrée, si la référence est Dieu, ou sacralisée depuis le XIXe siècle, puisqu'on a sacralisé l'homme. Qu'est-ce qui fonde la dignité de l'embryon? S'il est impropre, comme je viens de le déduire, de dire que l'embryon est une personne, il reste à se demander de quoi il s'agit. Le Talmud s'est prononcé là-dessus. Les juristes musulmans se sont prononcés là-dessus. Que dit le magistère romain? Je le cite parce que je trouve la proposition très claire et réfléchie. Le magistère romain dit que la réalité de l'être humain tout au long de son existence ne permet d'affirmer ni un changement de nature, ni une gradation de la valeur morale, car il possède une pleine qualification anthropologique et éthique. Et le magistère ajoute, tout au long de son existence. Est-ce que c'est satisfaisant? Pas tout à fait. Parce qu'on ne sait pas où placer le curseur qui situerait le début de l'existence. Mais cette position, elle part d'un principe que vous allez trouver tout simple, et c'est tant mieux. Elle part d'un principe qui est vieux comme la philosophie grecque, puisque ce principe a été très débattu entre Parménide et Héraclite, qui sont deux philosophes grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ. Toute chose est ce qu'elle est et n'est pas ce qu'elle n'est pas. Pas d'opposition. Tout être est ce qu'il est et n'est pas ce qu'il n'est pas. C'est une lapalissade, mais tout de même. Tout ce qui est
ici et maintenant, peut ne pas être tout à fait identique à l'instant suivant. Pourquoi, vous le savez? Parce que les êtres changent. Or, quand nous affirmons que toute chose est ce qu'elle est, n'apparaît nullement la disposition de l'être à changer. Par exemple, la graine que vous avez plantée hier matin sur votre balcon, ou il y a une semaine, elle laisse apparaître ce matin quelques petites feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qui n'était pas est, et que ce qui est n'était pas. Voilà qui remet totalement en cause le principe qu'on appelle le principe d'identité, tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, ce principe qui semblait indiquer l'immuabilité de l'être. En reconnaissant le changement, on reconnaît la capacité de l'être à être autre chose que ce qu'il est, autre chose qui n'est pas encore et qui va advenir, mais en rapport avec sa propre nature. Autrement dit, ce qui est et n'est pas encore est en capacité de devenir différent de ce qu'il est aujourd'hui, selon sa nature. Cet être en capacité, que les anciens appelaient ça l'être en puissance, je préfère le mot capacité, cet être en capacité d'être autrement deviendra ce que sa nature lui donne de devenir. Un gland n'est en capacité que de devenir chêne. Un gland ne deviendra pas oursin, mouton ou caissière à Carrefour. Hein. Un chêne n'est chêne que d'avoir été gland. Une fois le changement accompli, cet être n'est en acte que ce qu'il était en capacité de devenir. Cette capacité intrinsèque à tout être vivant rapportée à l'enfant marque un être en capacité de devenir adolescent, adulte, l'adulte étant adulte en acte et d'ailleurs en capacité de devenir vieillard. Le changement traduit simplement le passage de cette capacité de s'accomplir à l'accomplissement de son être. Le monde est ainsi fait d'être en devenir imparfait, d'autres en acte accompli, mais toujours en puissance par rapport à des perfections possibles. Il passe alors de la puissance à l'acte, il change. Mais lorsque vous ouvrez un album photo dans lequel il y a des photos qui vous représentent enfant, vous tombez sur une photo, vous vous dites tiens, là c'est quand j'ai commencé à pédaler, là c'est quand j'ai fait mon premier plongeon, là c'est quand j'étais en vacances avec mes parents et que j'ai commencé à faire du ski. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites je. Vous avez 40, 50, 60 ans, vous vous voyez enfant, vous ne ressemblez absolument pas aujourd'hui à ce que vous étiez, tant pis, mais vous dites je. C'est donc bien du même être que l'on parle quand nous observons l'être en acte accompli et l'être en capacité, l'être en puissance qu'il fut. C'est du même être que nous parlons, de l'homme que nous sommes et de l'enfant que nous fûmes. C'est du même être qu'il s'agit, de l'homme que nous sommes et de l'embryon que nous fûmes. On reconnaît du coup à l'embryon, dès la fusion des deux gamètes qui l'ont constitué, un être qui dispose entièrement de la capacité à devenir homme, juridiquement considérable. Un être qui dispose de la potentialité exclusive. J'insiste sur cette expression. Il dispose de la potentialité exclusive à devenir être humain, à devenir homme-femme, être humain. Et ceci, dès qu'il est cet être, donc, dès la constitution du zygote, dès la fusion des deux gamètes, ovocytes et spermatozoïdes. Cet être n'est pas une personne, avant de dire, parce que les caractéristiques de la définition de la personne lui manquent. Mais cet être n'est pas non plus une chose. Cet être a pour essence, pour définition, cet être a pour essence d'être lié à ce qu'il va être. Et ce n'est que dans la perspective de la fin des choses que ces choses sont ce qu'elles sont véritablement.
C'est l'horizon de l'histoire qui donne sens à son présent et à son passé. La largeur d'un fleuve, disait le père Teilhard de Chardin, ne se mesure pas à la source, mais à son estuaire. Aussi, le droit français, ne reconnaissant que deux catégories juridiques, les choses et les personnes, est-ce qu'il n'y a pas un vide à combler? Il y a des juristes parmi vous, ils me reprendront tout à l'heure. Pour ma part, je postulerai pour un véritable statut de l'embryon qui prolonge une proposition qu'avait faite il y a déjà un peu longtemps, une trentaine d'années, le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui avait envisagé le concept de personne potentielle pour définir l'embryon. Personne potentielle. Vous voyez pourquoi j'ai insisté sur la potentialité exclusive de l'embryon. Personne potentielle. La reconnaissance de la potentialité m'apparaît au cœur de la réflexion qui porte sur l'embryon. Et un statut qui serait propre à l'embryon respecterait d'abord la singularité de l'embryon. Ce qui était le vœu d'une dame qu'a cité le professeur Marès lors de son intervention ici, il y a un mois, cette dame étant la théologienne protestante, il n'y avait pas plus catholique que cette protestante-là, France Quéré, qui est morte d'une crise d'asthme il y a 25 ans. Une femme dont je recommande la lecture, qui est extraordinaire, extraordinaire. Et elle était membre du Comité consultatif national d'éthique. Je pense que c'est elle qui a soufflé à ses collègues cette mention de personne potentielle. Et c'est le vœu aujourd'hui du généticien, le professeur Axel Kahn. Ce statut, sans l'assimiler à une personne, devrait permettre à l'embryon de bénéficier d'une protection juridique adéquate et précise. Voilà quelle est ma réflexion sur le statut qu'on pourrait donner à l'embryon. Les choses n'avancent pas vite. Je conclus par la nécessité de la réflexion éthique en présence de toute innovation scientifique. Nous sommes appelés à une réflexion éthique qui doit s'adjoindre la sagesse si l'on veut éviter des tentations désastreuses que seule la sagesse discerne, et le discernement est une qualité que nous recommande de cultiver le pape François très souvent. Eh bien, c'est à cette responsabilité que nous appelle la consultation avant la révision des lois éthiques. L'humanité de la conscience, disait Emmanuel Lévinas, autre grand philosophe, l'humanité de la conscience n'est pas dans ses pouvoirs, mais dans sa responsabilité. Nous sommes invités à cette consultation. Ne nous voilons pas la face, les croyants sont invités, ou se sont invités, à cette consultation. Parce qu'il n'y a aucune raison, aucun argument pour que les croyants soient empêchés en tant que tels, en tant que croyants, par un préjugé sectaire, discriminatoire, par quelque ostracisme que ce soit. Il n'y a aucune raison pour que les croyants soient empêchés de contribuer aux questions morales complexes comme l'avortement, l'euthanasie, les interventions prénatales dans le génotype, qu'ils soient empêchés aussi de participer à la réflexion démocratique de laquelle ils n'ont pas à s'exclure. Mais comment se situe le chrétien vis-à-vis de ces questions-là? Devant l'euphorie technologique, le chrétien ne fait pas chorus ni avec les technobéats, ni avec les bioconservateurs. La controverse s'établit sur la dialectique entre l'homme augmenté, trié, sélectionné, amélioré, corrigé, et l'homme transfiguré, qui doit à lui-même son développement, ses connaissances, sa sagesse, sa transfiguration. On s'apprête aujourd'hui à fabriquer des alpha plus, des bêta moins, des epsilon semi-avortons qui sont dévolus aux tâches les plus avilissantes.
tout le débat s'inscrit là entre l'homme déterminé par des